Chapitre 5. Mouvement des planètes et des satellites. Dans ce chapitre-là, on va voir qu'est-ce qu'un référentiel héliocentrique, un référentiel géocentrique, les lois de Kepler. On va étudier le mouvement circulaire uniforme, le mouvement d'une planète autour du Soleil et le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Enfin, on termine par les conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire. En commençant notre chapitre par définir les référentiels d'études. Parmi les référentiels d'études, on trouve le référentiel héliocentrique et le référentiel géocentrique. Pour étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil, on doit définir le référentiel héliocentrique. Donc ce référentiel est constitué d'une origine qui est le centre du Soleil et de trois axes dirigés vers trois étoiles fixes à l'infini pour que ce référentiel soit galiléen. Maintenant, lorsqu'on veut étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre, on doit définir un autre référentiel qui est le référentiel géocentrique. De 1, donc le référentiel géocentrique. Ce référentiel géocentrique est constitué d'une origine qui est le centre de la Terre T et de trois axes dirigés vers trois étoiles à l'infini fixe pour considérer que ce référentiel est galiléen. Donc, puisque ces deux référentiels sont galiléens, on peut appliquer la deuxième loi de Newton, puisque la deuxième loi de Newton n'est valable que dans certains référentiels privilégiés appelés référentiels galiléens. Le second paragraphe concernant les lois de Kepler, qui sont trois. Donc avant d'énoncer les lois de Kepler, je vais définir ce qu'on appelle donc ellipse. Les lois de Kepler. Voilà, donc 1, 2, qu'est-ce qu'une ellipse? Voilà, une ellipse, c'est tout simplement une figure géométrique caractérisée par deux points F et F' qui sont symétriques par rapport au point O, appelé centre de l'ellipse. Les points F et F' sont appelés donc les foyers. Cette ellipse est caractérisée aussi par deux axes perpendiculaires. Un axe horizontal appelé le grand axe, caractérisé par la distance notée petit a, appelée demi-grand axe. Et l'axe vertical, caractérisé par la distance petit b, appelé le demi-petit axe. Pour un point appartenant à l'ellipse, la distance MF et MF' leur somme, donc MF plus MF' égale constante. Cette constante n'est que la longueur des grands axes. Donc c'est 2A. Deuxième paragraphe, donc, avant d'attaquer le second paragraphe, donc l'ellipse. Donc l'ellipse est une courbe plane caractérisée par deux points F et F' symétriques par rapport à O, le point O appelé centre de l'ellipse. Centre de l'ellipse.
les points F et F' sont les foyers de l'ellipse. Sont les foyers de l'ellipse. Et pour un point M appartenant à l'ellipse, donc la distance MF plus MF' n'est que la longueur des grands axes. C'est 2 fois A. Cette distance est constante. Remarque, lorsque les foyers F et F' sont confondus avec le point O. Donc, remarque, lorsque F est confondu avec F', qui est confondu avec, O, donc l'ellipse devient un cercle. Un cercle de centre O et de rayon R égale la demi-petit axe. Donc, la longueur des grands axes représente le diamètre du cercle. Voilà, puisque notre étude ensuite se limitera au cas où des trajectoires circulaires. Deuxième paragraphe, c'est les lois de Kepler. Donc, les lois de Kepler. Les lois de Kepler sont 3. Le premier, c'est donc petit a. Donc, première loi. La première loi de Kepler, ou bien dite loi des orbites. Dite loi des orbites. Qu'est-ce qui nous a dit cette loi? Cette loi nous a dit que le mouvement d'une planète, donc, notez P, pardon, le mouvement d'une planète P est elliptique, dont l'un des foyers F ou bien F' qui est le centre des soleils. Donc, ça c'est le centre des soleils. Voilà, ça c'est F. Donc, bien sûr, cette trajectoire s'effectue dans un référentiel héliocentrique. Donc, je vais énoncer cette loi dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire donc d'une planète, est une ellipse. Dans le centre du soleil est l'un des foyers, soit F, soit F'. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi de Kepler, ou bien dite loi d'Isère. La loi d'Isère, c'est-à-dire les surfaces. Donc, petit b, deuxième loi de Kepler, ou bien dite loi d'Isère. Donc, je vais reprendre l'ellipse. Donc, la trajectoire décrite par une planète est une ellipse. Donc, vous avez ici le centre du Soleil. Ici, la planète P. Notez P. Donc, à l'instant T1, la planète se trouve à la position P1. Et à l'instant T2, se trouve à la position, donc, P2. Donc,
à la durée delta t égale T2 moins T1, donc le segment reliant le centre du Soleil et le centre de la planète balaye donc l'air A1. Donc cette aire c'est délimité par ces segments. Donc ça c'est l'aire notée A1. À l'instant T3 par exemple, donc la planète se trouve à la position donc P3. Donc P3 bien sûr à l'instant T3. Et à l'instant noté, donc à l'instant T4, la planète se trouve à la position P4. Donc, à la durée delta T' qui est égale à T4 moins T3, le segment SP reliant le centre du Soleil et le centre de la planète balaye ce qu'on appelle la surface A2 ou bien l'air A2. Ça, c'est l'air A2. Donc, cette loi nous a dit que si delta T égale delta T', alors, donc, l'air A1 est égal à l'air A2. Donc, ça, c'est la loi d'Isère. La loi d'Isère. Donc, en énonçant cette loi de la forme suivante. Donc, le segment SP reliant le centre du Soleil et le centre de la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc, je vais énoncer cette loi. Donc, le segment SP reliant le centre du Soleil et le centre de la planète balaye donc des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Donc, à partir de cette loi, je vais dégager une propriété importante. C'est que lorsque la planète s'approche du Soleil, sa vitesse augmente. Et lorsque la planète donc s'éloigne du Soleil, donc sa vitesse diminue. Donc la distance P3, P4 est plus grande que la distance P2, P1. Maintenant, il reste à énoncer la troisième loi de Kepler. C'est la loi des périodes. Ou bien, donc la loi des périodes. Qu'est-ce qui nous a dit cette loi? Donc, petit c, troisième loi de Kepler, ou bien loi des périodes. Cette loi nous a dit que le carré de la période, le carré de la période de révolution, T est proportionnel au cube de la demi grand axe, noté A. Donc, cette phrase s'énonce de la formule mathématique suivante. Le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de demi-grand axe. Donc, le coefficient de proportionnalité noté K, c'est une constante. Cette constante, dans K, ne dépend pas de la masse de la planète
qui gravite. Qui gravite. Donc, c'est une constante. Ça, c'est donc cette loi valable pour toutes les planètes. Maintenant, donc, lorsque les points F et F' et O sont confondus, on a dit que l'ellipse devient donc un cercle. Donc, quelles sont les lois de Kepler pour une trajectoire circulaire? La première loi, dite loi des orbites, lorsque la trajectoire est circulaire, nous indique que la trajectoire de la planète étudiée est un cercle dont le centre est le centre du Soleil. La deuxième loi, dite loi des airs, donc pour une trajectoire circulaire, donc les distances sont les distances. Donc les distances OM et OF qui est le Soleil, donc qui est ici. Donc un point appartenant donc à la trajectoire, donc sont des cercles. Donc ces distances sont égaux. Puisque ces distances sont égales, donc la vitesse est constante. Et si la vitesse est constante, donc le mouvement est circulaire uniforme. Pour la troisième loi de Kepler, donc le petit a ou bien le petit demi-grand axe, donc le demi-petit axe, pardon, devient R, qui est le rayon de la trajectoire. Donc, T carré sur R au cube égale à K, c'est-à-dire le carré de la période de révolution est proportionnel au rayon de la trajectoire. Notez bien que la période de révolution, c'est tout simplement la durée nécessaire pour que donc la planète fait un tour complet autour du Soleil. Voilà, donc troisième paragraphe. Troisième paragraphe, on va donc aborder le mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc, troisième paragraphe, mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc, avant d'attaquer ce paragraphe, je vais tout d'abord définir les forces donc, qui provoquent ce type de mouvement. Donc, je vais faire un rappel concernant la loi d'attraction gravitationnelle. D'attraction gravitationnelle. Cette loi, vue sous forme numérique, entre en commun. Mais ici, donc, c'est la forme vectorielle qui est introduite. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit la loi d'attraction gravitationnelle? Nous a dit que deux corps, si vous avez deux corps massifs A et B, donc de masse respective, donc A a une masse MA, et le corps B a une masse MB, distant d'une distance notée R. Alors, les deux corps s'attirent mutuellement, c'est-à-dire, donc l'un exerce une force sur l'autre. Donc, le corps A exerce une force sur le corps B, noté F A sur B. Donc, F de A sur B, c'est la force exercée par le corps A sur le corps B. Si je vais représenter cette force, le point d'application de la force exercée par A sur B, c'est le centre des seconds objets. C'est le corps B. Donc ça, c'est F de A sur B. Et le corps B exerce une force sur le corps A. Donc notez F de B sur A. Si je vais représenter cette force, donc son point d'application, c'est le centre du corps A.
Voici donc F de B sur A, tel que les deux forces ont la même direction. C'est la droite joignant les deux centres. C'est cette droite. Donc, ayant de sens opposés. Donc, F de A sur B égale moins F de B sur A. Et en quoi? En la même intensité. Donc, l'intensité de A sur B égale à l'intensité de la force exercée par le corps B sur le corps A, qui est égal au produit d'une constante G fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B sur le carré de la distance séparant les centres de gravité des deux corps, donc R au carré, avec G qui est égal à 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international appelé constante d'interaction gravitationnelle. On a dit que c'est la formule donc vectorielle qui est introduite. Donc je vais par exemple prendre, donc en considérant le vecteur unitaire U dirigé des points A vers le point B. Donc ça c'est le vecteur UAB. Donc le vecteur unitaire UAB donc indique le sens et la direction. Si je vais écrire maintenant la formule vectorielle de la force gravitationnelle, voici son expression. Pour F de A sur B, donc F de A sur B, c'est-à-dire la force exercée par le corps A sur le corps B, égale G fois MA fois MB sur R au carré. Cette force est portée par le vecteur unitaire UAB. Et puisque donc F de AB et IAB ont deux sens opposés, donc je dois ajouter ici un signe moins, c'est-à-dire la force A sur B et le vecteur UAB sont collinéaires, mais de sens opposés. Deuxième paragraphe, c'est le paragraphe concernant donc ce qu'on appelle les conditions nécessaires pour qu'un mouvement soit circulaire uniforme. Donc 2, 3. Donc ces deux conditions, je dois l'apprendre par cœur. On a vu dans le chapitre concernant le mouvement d'une particule chargée, donc il rentre dans un champ magnétique uniforme avec une vitesse perpendiculaire au vecteur B. Donc, pour montrer que le mouvement circulaire est uniforme, il faut montrer que la trajectoire est circulaire et donc la vitesse est constante. Donc, dans ce chapitre, donc je dois donc apprendre ce résultat. Donc, les conditions nécessaires pour qu'un mouvement soit circulaire uniforme. Uniforme. Donc, la première condition, c'est quoi? Il faut que l'accélération soit centripète et radiale. Donc, l'accélération A des centres d'inertie de la planète étudiée ou bien des satellites étudiés égale V au carré sur R porté par la normale. Donc, l'accélération est centripète. Centripète, ça veut dire dirigé vers le centre de la trajectoire. Radial et radial. Donc, radial, ça veut dire donc normal à la trajectoire. Deuxième condition, il faut que la valeur de l'accélération est constante. C'est-à-dire A égale V au carré sur A, qui est une constante. Donc, ces deux conditions sont nécessaires pour montrer
qu'un mouvement soit circulaire uniforme? Eh bien, en utilisant la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures égale ma. Et puisque donc m est une constante, donc la somme des forces extérieures qui est aussi ici, donc c'est la force gravitationnelle. Donc doit être aussi centripète et radiale et de valeur constante, la somme des forces égale ma, c'est-à-dire 1v au carré sur R. Maintenant, on passe au troisième paragraphe, c'est donc étude du mouvement d'une planète P de masse petit m autour du Soleil de masse ms. Donc 3 mouvements d'une planète autour du Soleil. Position des problèmes. Donc on considère une planète P de masse petit m en mouvement autour du Soleil de masse ms. Donc ça c'est le centre du Soleil, ça c'est la planète étudiée. Donc la planète décrit une trajectoire circulaire, donc de rayon noté petit r. La planète a une masse petit m, le Soleil noté, donc ça c'est le Soleil, a une masse ms. Question, donc montrons que le mouvement de la planète P est circulaire uniforme. Donc pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme, il suffit de montrer que l'accélération est centripète et radiale. Donc, en appliquant bien sûr les lois de Newton. Donc c'est la deuxième loi de Newton qui nous intéresse. Donc pour appliquer la deuxième loi de Newton, on suit les mêmes étapes vues dans les cours précédents. Donc je vais définir le système étudié. Donc le système étudié ici c'est quoi? C'est tout simplement la planète P. Donc là, la planète. Ensuite, bilan des forces. Donc, les forces exerçant sur la planète seulement, donc la force gravitationnelle, toujours. Donc, c'est la seule force, bien sûr, en négligeant donc l'action des autres planètes sur la planète P. Donc, bilan des forces, c'est la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète. Donc, force gravitationnelle. Et je vais représenter gravitationnelle. Je vais représenter cette force dans le schéma. Donc, en considérant bien sûr un vecteur unitaire noté U dirigé du centre du Soleil vers le centre de la planète. Donc, c'est USP. Donc, c'est un vecteur unitaire. Le vecteur FSP, c'est la force exercée par le Soleil sur la planète. Son point d'application, c'est le centre de la planète. Donc, ça, c'est F de S sur P. Maintenant, donc, je vais appliquer ou bien le référentiel d'étude. Référentiel d'étude, c'est le référentiel héliocentrique. C'est posé galiléen. Ensuite, la quatrième étape, c'est la deuxième loi de Newton, qui nous a dit que la somme des forces extérieures égale la masse du système étudié
multiplié par le centre de gravité du système étudié. La somme des forces extérieures, seulement la force gravitationnelle. Donc c'est la force exercée par le Soleil sur la planète, égale ma. Je remplace F de S, P par son expression vectorielle, puisque c'est une force gravitationnelle, donc elle subit la loi d'attraction gravitationnelle. Donc c'est G fois la masse de la planète fois la masse du Soleil sur le carré de la distance séparant le centre du Soleil et le centre de la planète. Donc c'est R au carré. Et puisque donc c'est une forme vectorielle, donc cette force est portée par ISP. Et puisque ISP et FSP sont de sens opposés, donc je dois ajouter ici un signe moins qui est égal à MA. En simplifiant par la masse, on obtient quoi? On obtient donc l'expression de l'accélération. Voilà. Donc l'expression de l'accélération, donc A, égale moins G fois la masse des soleils sur R au carré porté par ISP. Donc, la constante, cette constante, c'est une grandeur positive. Donc, A, ISP, le vecteur A et ISP sont collinéaires. Et de sens opposé. Puisqu'ils sont collinéaires et de sens opposé, le vecteur unitaire ISP est dirigé de S vers P, donc l'accélération est dirigée de quoi? Dirigée de P vers le centre des soleils. Donc l'accélération est centripète et radiale. Puisque l'accélération, donc A, est centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre des soleils. Et puisque l'accélération est centripète et radiale, de valeur A égale G ms sur R au carré. C'est une constante. Donc le mouvement de la planète est un mouvement circulaire uniforme. D'où le mouvement est circulaire uniforme. Maintenant, je vais donc déterminer les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement périodique. Donc, elle possède une période T. C'est la période de révolution. Voilà, notez grand T. Donc, je vais déterminer T. Donc, 2, 3. Ou bien, donc, 2, 3, donc, 3, 3, maintenant, 4, 3. 4, 3, l'expression de la vitesse V de la planète étudiée. Donc, je vais reprendre le schéma, ou bien l'expression de l'accélération. On a donc A égale G ms sur R au carré. Et l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, donc en appliquant donc dans le repère de Freinet, l'expression de l'accélération, c'est d de v sur dt porté par u plus v au carré sur r porté par n. Puisque le mouvement est circulaire, ou bien le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, donc d de v sur d de t égale à 0. Donc l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet se réduit seulement à la composante normale. Donc, on obtient dans ce cas
l'expression donc de la vitesse de la planète étudiée. Voilà donc A égale G ms sur R au carré qui est égal, je prends la norme de cette expression, égale V au carré sur N. D'où, donc en simplifiant par R, on obtient V au carré égale G ms sur R. Ce qui implique V égale racine de G ms sur R. Et à partir de cette expression, je vais donc revenir à la deuxième loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler nous a dit que si donc la planète s'approche du Soleil, donc sa vitesse augmente. Donc s'approche signifie quoi? Signifie que la distance R diminue. La distance entre la planète et le Soleil diminue. Donc R se trouve dans le dénominateur, donc R diminue. Si R diminue, donc son inverse augmente. D'où, donc, la vitesse augmente. C'est pour ça que lorsque la planète s'approche du Soleil, donc sa vitesse augmente. Et lorsque la planète, s'éloigne du Soleil, donc sa vitesse augmente. Donc, s'éloigne, ça veut dire R augmente. Donc, l'inverse de R diminue. Donc, V diminue. Voilà, donc, ça c'est l'expression de la vitesse de la planète. Maintenant, 5, 3. Donc 5, 3. 5, 3, c'est l'expression de la période de révolution. La période T. C'est-à-dire la durée nécessaire pour que la planète fait un tour complet autour du Soleil. En partant bien sûr de la définition. Donc, on a vu dans les cours précédents que T, donc T égale à quoi? C'est 2P sur oméga. Avec oméga, c'est la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire et la vitesse linéaire V sont reliées par l'expression suivante. V égale R fois oméga. Avec V, c'est la vitesse linéaire. Oméga, la vitesse angulaire. R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc, je vais remplacer oméga par cette expression. Donc, oméga, c'est quoi? C'est V divisé par R. Donc, la période de révolution, c'est 2P fois R sur V. Avec, bien sûr, V, c'est racine de G fois ms sur R. D'où la période T égale 2P fois R. Et je prends l'inverse de V. L'inverse de la vitesse, c'est R sur G ms. Et ça, c'est l'expression de la période de révolution. À partir de cette expression, je peux retrouver la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire la loi des périodes. À partir de cette expression, donc retrouvons la loi dite loi de Kepler. Question, retrouvons la troisième loi de Kepler qui nous a dit que donc le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de rayon de la trajectoire. Donc on a quoi? On a T égale 2P R racine de G ms sur R. Donc pour débarrasser la racine carrée, j'enlève le tout au carré. Donc on obtient quoi? T au carré égale 4P au carré R au carré fois R sur fois R, ici c'est R sur G ms. Donc c'est R sur G fois ms égale 4P au carré R au carré R, c'est R au cube sur G ms. Ça c'est le carré de la période. Si je divise par le cube des rayons de la trajectoire, donc T au carré,
sur R au cube égale 4P au carré sur G ms. Et ça, c'est ce qu'on appelle la constante K. Cette constante ne dépend pas de la masse de la planète étudiée, puisque dans cette expression, il n'y a pas la masse m de la planète étudiée. Donc, la constante K ne dépend que de la masse des soleils. Donc, à partir de cette expression, je peux calculer, donc là, en connaissant la période de révolution de la planète, la distance séparant le soleil et la planète, on peut déterminer la masse des soleils. Voilà, donc la dernière partie de ce cours, c'est le paragraphe 4. Le paragraphe 4 concernant le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Voilà, donc, quatrième paragraphe, c'est le dernier. Quatrième paragraphe, mouvement d'un satellite autour de la Terre. Voilà. Donc, 1, 4, la même chose. Donc, je vais montrer que mouvement circulaire uniforme d'un satellite autour de la Terre. Ça, c'est la Terre de centre T, de masse mt, et c'est à une distance h, on pose ce qu'on appelle un satellite S. Le satellite S décrit une trajectoire circulaire autour de la Terre. Donc, soit un satellite S de masse petit m tourne autour de la Terre de masse mt et de rayon RT. Donc la distance séparant le centre de la Terre et le satellite, noté R, n'est que le rayon de la Terre. Cette distance, c'est le rayon de la Terre, plus cette distance, c'est donc la hauteur ou bien l'altitude H. Donc de la même chose en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc le système étudié, c'est le satellite. Bilan des forces. Seulement la force gravitationnelle. Donc la force gravitationnelle. On néglige bien sûr donc l'action des autres planètes sur le satellite. Donc la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite S. Donc, son expression, c'est G fois la masse des satellites fois la masse de la Terre sur la distance séparant, donc le carré de la distance séparant le centre de la Terre et le centre des satellites. Et puisque F, c'est une forme vectorielle, on choisit un vecteur unitaire dirigé, par exemple, de la Terre vers le satellite, noté ITS. Et ça, c'est quoi? C'est la force exercée par la Terre sur S. Et la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite n'est que le poids des satellites. Donc, je vais ajouter ici le vecteur unitaire ITS, puisque FTS et ITS ont deux sens opposés, donc j'ajoute ici un signe moins. Le référentiel d'étude. Donc le référentiel d'étude, c'est le référentiel géocentrique. Enfin donc, deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, c'est que F de T sur S égale M, MA. Donc c'est G
moins G fois M de T sur R au carré fois ITS égale MA. En simplifiant par M, on obtient l'expression de l'accélération. C'est moins G fois M de T sur R au carré fois ITS. Bien sûr, avec R, c'est le rayon de la Terre plus donc la distance par laquelle on pose le satellite par rapport à la Terre. Donc, à partir de cette expression, donc ITS, donc dirigé de la Terre vers S. Donc, c'est un vecteur centrifuge. Donc, et puisque A, ITS ont deux sens opposés, donc l'accélération est centripète. Et puisque l'accélération est centripète, donc le mouvement des satellites autour de la Terre, c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc A égale moins G M de T sur, donc M de T sur R au carré ITS égale moins G fois M de T sur RT plus H, le tout au carré, porté par ITS. Donc l'accélération A et ITS sont collinéaires et de sens opposés. Donc, A est un vecteur centripète, c'est-à-dire dirigé vers le centre. Centripète, donc, est radial, c'est-à-dire porté par la norme, est radial, de valeur constante, de valeur A égale G M de T sur R T plus H, le tout au carré. Ça, c'est une constante. Donc, le mouvement des satellites, donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, par analogie du mouvement de la planète autour du Soleil, donc je vais déterminer aussi les caractéristiques du mouvement circulaire uniforme d'un satellite autour de la Terre. Donc, remarque, donc je vais donner l'expression de V. V, c'est la vitesse du satellite. Donc, c'est racine carrée de G mt sur R de T plus H, le tout au carré. Et la période T égale 2P, donc RT plus H fois racine de RT plus H sur donc G M MT. Donc en connaissant RT, en connaissant G, en connaissant la masse de la Terre, donc en connaissant la période de révolution de la Terre, je peux déterminer donc à quelle distance on pose donc ce qu'on appelle le satellite par rapport à la Terre. Deuxième paragraphe, c'est ce qu'on appelle la satellisation ainsi que donc les conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire. Donc 2, 4, la satellisation. La satellisation, c'est une opération qui consiste à donc poser un satellite en lui donnant une vitesse initiale perpendiculaire au rayon vecteur. IC, c'est la Terre, le centre de la Terre. Donc IC, c'est donc le satellite S. Donc le vecteur, donc ça c'est S. Le rayon vecteur c'est TS. Donc la satellisation, c'est une opération consiste à poser un
satellite à une distance h, donc en lui donnant une vitesse initiale v perpendiculaire au rayon vecteur ts. Ça, c'est la satellisation. Maintenant, le paragraphe, donc 3, 4. Qu'appelle-t-on donc un satellite géostationnaire? Satellite, ou bien les conditions, c'est le dernier paragraphe. Donc les conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire. Voilà, donc petite définition. Donc appelle-t-on un satellite géostationnaire, ou bien quand est-ce que le satellite est géostationnaire? Donc A, définition. Donc géo, ça veut dire la Terre. Stationnaire, ça veut dire fixe. Donc un satellite est géostationnaire, s'il est immobile par rapport à un observateur terrestre. Voilà. Maintenant, la dernière partie de ce cours, c'est les conditions. Donc, les conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire sont 3. La première condition, donc, c'est que le satellite doit être tourne dans le même sens de rotation de la Terre autour de son axe. Donc le satellite tourne dans le même sens de rotation de la Terre autour de son axe. Deuxième condition, c'est que donc la période de révolution des satellites doit être égale à celle de la Terre. Et la dernière condition, c'est que le satellite se trouve dans le plan équatorial de la Terre. Et ça, c'est donc la leçon concernant le mouvement des planètes et des satellites. Donc, on a terminé cette leçon et je vais commencer donc quelques exercices d'application concernant ce chapitre.